Bonjour à tous, c'est Stéphanie, votre coach en motivation et en développement de la confiance en soi. Nous voici arrivés à la 19e vidéo de mon défi 30 jours, 30 vidéos, justement pour développer la confiance en soi. Et je me sers de cette série pour moi-même développer ma confiance en soi devant la caméra, ou objets, outils que je n'utilise pas pour mon métier, et une forte envie de pouvoir l'apprivoiser et être confiante dans ma capacité à faire passer des messages que j'imagine pouvoir aider le maximum de personnes, et surtout les personnes qui ont un passé, voire un présent, de timides, de personnes qui n'osent pas vivre la vie qu'elles portent en elles et devenir la meilleure version d'elles-mêmes. Alors avec cette 19e vidéo, j'ai envie de vous partager un process que j'ai appris dans ma formation de coach il y a 9 ans maintenant, avec l'Institut des neurosciences appliquées. Ça s'appelle le process motivation. En fait, c'est un process qui a été imaginé par 3 universités, qui a étudié presque 9000 personnes pendant 3 ans pour voir les points qui étaient importants pour être motivé, pour être bien dans sa vie et quelque part être un leader aussi dans sa vie pour soi et pour les autres. Ces 12 points sont devenus 12 en fait parce que le directeur de l'école de coach par laquelle j'ai été formée, donc David Lefrançois, en a rajouté 2, puisqu'en fait les 3 universités étaient arrivées à 10 points. Donc ces 12 points, en tant que coach, on les utilise pour avoir ce que David Lefrançois appelle la coach attitude, c'est-à-dire la capacité à être bénéfique pour nos clients, pour les aider à atteindre leurs objectifs, à réaliser le projet pour lequel ils font appel au service d'un coach, notamment un coach passé par cette école. Mais finalement, ces 12 points, ils nous sont aussi utiles en tant qu'être humain, c'est-à-dire pour ma propre vie personnelle. J'incarne la majorité des points le plus possible, et si possible, je les incarne tous, en sachant par contre que c'est à adapter en fonction des moments forcément que l'on vit, et puis le fait qu'on ne vise pas la perfection, puisque ça n'existe pas, et qu'au contraire, par rapport à un autre de mes coachs, Martha Latulipe de l'Académie Zéro Limite, parle plutôt d'être complet plutôt qu'être parfait. Et effectivement, la notion de complétude me parle beaucoup plus, c'est-à-dire le fait d'accepter aussi bien mes zones d'ombre que mes zones de lumière. Et c'est vraiment un objectif de vie de tendre à cet aspect complet de ma personnalité pour pouvoir mieux en faire profiter déjà mes clients, mais aussi ma propre famille, mes propres relations, mes amis, les connaissances et les personnes que je côtoie au quotidien ou régulièrement, voire même ponctuellement. Donc pour vous parler de ce process motivation et des 12 points, je vais vous les énoncer. Alors j'ai l'habitude de faire des vidéos qui ne durent pas trop longtemps, donc je vais partir du principe qu'aujourd'hui je vais lister les 12 points et qu'éventuellement, selon vos retours, vos questionnements et vos commentaires en dessous de la vidéo, j'irai peut-être plus loin dans d'autres vidéos sur ce qui se cache, ce qui peut-être vous illustrera ce que ça veut dire exactement. Donc le premier point, c'est le fait qu'un coach est dans la vie, on doit être en validation inconditionnelle des personnes que l'on côtoie. C'est-à-dire partir du principe qu'on a tous de la valeur. Quel que soit ce qu'on réalise, quelles que soient nos études, on est tous des personnes de valeur. Et le fait d'être accepté inconditionnellement comme ça est très porteur de confiance en soi pour l'autre. C'est vraiment ce que j'essaye de faire vivre dans mes coachings, mais c'est ce que j'essaye aussi de vivre au quotidien dans ma propre vie personnelle. Et c'est quelque chose que je faisais déjà bien avant la formation de coach, mais dont les résultats sont de plus en plus prouvés au fur et à mesure que je le vis vraiment plus régulièrement. Le deuxième point, c'est le fait de responsabiliser les personnes qui viennent se faire coacher. Responsabiliser, ça veut dire qu'on part du principe que dans notre vie, nous sommes le premier responsable de ce qui nous arrive. J'ai bien dit le premier responsable, c'est-à-dire qu'on n'est pas le seul responsable des événements qui arrivent dans notre vie, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, mais on est bien un des responsables.
Et si on n'est pas responsable d'un événement qui arrive dans notre vie, on est par contre responsable de la réaction, de la réponse qu'on va donner à cet acte-là, à cette situation-là. Ça vous est déjà arrivé, j'imagine, de vivre une situation, par exemple une rupture amoureuse, imaginons, et vous allez être effondré. Et dans votre entourage, vous aurez quelqu'un d'autre qui vit aussi une rupture amoureuse et qui finalement va voir ça comme une opportunité et va le prendre bien, qui va avoir des phrases comme ça ne devait pas être la bonne personne, ça veut peut-être dire qu'il y a une meilleure personne qui va arriver dans ma vie, etc. Donc la situation, on peut considérer qu'elle est la même, c'est une rupture amoureuse, voilà, un amour qui s'arrête, et les réactions sont différentes. Donc on part de ce principe-là en coaching, mais on peut partir très bien sur ce principe aussi dans notre vie. Et les leaders, vous pouvez, si vous avez des idées de leaders dans votre tête, imaginez et dites-vous bien qu'ils sont responsables. Étudiez-les et ils sont responsables, ils se considèrent responsables de tout ce qui leur arrive et donc ils agissent. Ils sont en réponse et non en réaction à ce qui arrive. Le troisième point du process motivation, c'est la forte stimulation positive. C'est-à-dire qu'un coach ou un leader, il est en comportement de stimulation de l'autre et en stimulation de lui. C'est-à-dire qu'on considère que la personne va réussir. On en est plus que confiant, on en est plus que persuadé. Et en fait, on va le transmettre par nos propos, notre manière d'être, par le feedback qu'on fait sur ce que la personne a fait avant, qu'elle nous rapporte, et sur ce qu'elle veut faire comme action pour atteindre ses projets. En fait, on va être positif, c'est-à-dire que tout est source d'apprentissage. Même si la personne nous fait part d'un échec, de 2 échecs, de 3 échecs dans sa vie, ils seront tous porteurs de tellement d'apprentissage et de tellement de choses pour réussir le projet d'après qu'on ne peut être que positif par rapport à ça. C'est ça la forte stimulation positive. Ensuite, en quatrième point, c'est le fait de se fixer un objectif centré sur un idéal. C'est-à-dire que quand on se fixe un objectif dans la vie, il a tout intérêt pour être atteignable et vous donner envie d'être aligné avec vos valeurs. On a vu les valeurs il y a 2-3 vidéos, si je me rappelle bien. Les valeurs, c'est vraiment qui vous êtes, ce qui vous porte, ce qui fait que vous faites tel choix, telle décision, que vous avez tel comportement. Et donc, un objectif centré sur un idéal, c'est le fait de vérifier, donc en tant que coach ou pour soi-même ou un leader, c'est vraiment le fait de vérifier que cet objectif réponde à 3, 4, 5 de vos valeurs prioritaires. Si un objectif que vous vous fixez ne correspond à aucune de vos valeurs, ne vous posez même pas la question. Vous ne réussirez pas cet objectif. En cinquième point, c'est avoir un haut niveau d'exigence. En tant que coach, on ne peut pas rabaisser un objectif, un résultat que veut atteindre son client. Et en tant que personne et un leader, on ne va pas rabaisser non plus les objectifs, les résultats qu'on veut atteindre. C'est-à-dire que par exemple, si mon client me dit je veux perdre 3 kilos, et bien en tant que coach, je vais augmenter son niveau d'exigence et dire peut-être je te challenge et je te demande d'essayer d'atteindre le 4 kilos. Je sais que tu en es capable. On va faire les actions, on va planifier les actions que tu dois faire. Tu vas te projeter sur les actions que toi, tu te vois vraiment mettre en œuvre et les tenir au long terme. Et donc, tu vas réussir les 4 kilos. C'est vraiment une philosophie de vie de se dire qu'en tant qu'être humain, la routine est quelque chose qui nous appauvrit, qui nous flétrit. Donc avoir un haut niveau d'exigence, c'est toujours se maintenir en vie, en un et en 2 mots. Un des autres points du process motivation, c'est le fait de donner des challenges. Donc ça rejoint beaucoup le haut niveau d'exigence, c'est-à-dire que ponctuellement, quand le client ou quand soi-même poursuit un objectif, il a plein d'actions à poser, il a plein d'apprentissages à faire, de retours avec le coach à faire pour voir sa progression et changer, s'ajuster pour
toujours plus avancer, se développer personnellement et avancer vers son projet, voire affiner son projet. Et le fait de donner des challenges, c'est comme la cerise sur le gâteau. C'est se dire que sur cette action, tiens, je vais me dire, je comptais la faire en 2 semaines et finalement, je vais essayer de la faire en une semaine. On dit qu'on poursuit un objectif, mais qu'on se challenge. C'est vraiment un des moteurs de l'être humain. Le challenge, c'est la petite bouffée d'oxygène en plus qui fait vraiment plaisir quand on l'a réussi. Et si on ne la réussit pas, c'est avoir eu le plaisir d'essayer quelque chose qui nous faisait encore plus envie sur ce trajet plus ou moins long qu'il faut faire pour réussir un objectif. Un des autres points du process motivation, c'est avoir la capacité et même la compétence de savoir se fixer des limites claires. Se fixer ou fixer aux autres des limites claires. C'est en fait la notion de, dans ma vie, je dois savoir à quoi je dis oui et savoir à quoi je dis non. C'est quelque chose que, en tant que personne, en tant que leader, il faut savoir faire. C'est aussi se préserver, c'est aussi montrer à l'autre que je sais qui je suis et que je lui montre qui je suis. Donc c'est vraiment se déterminer par rapport aux autres et par rapport au monde. Et c'est très important pour justement se montrer aussi à soi-même la personne importante que l'on est et qui fait qu'on va aussi savoir écouter ses besoins, comme j'ai parlé hier par exemple. C'est aussi travailler sur son estime de soi et l'amour de soi. Si je suis en capacité de poser des limites aux autres et à moi, alors ça veut dire que je le vaux, que je fais tout pour être quelqu'un d'important et que je peux me faire confiance aussi pour ça. Un autre point qui est valable encore une fois aussi bien en coaching que pour soi-même et en tant que leader, c'est la capacité à être en assistance technique et affective. Donc en tant que coach, c'est évidemment plus facile que pour soi-même. Des fois, on n'arrive pas à s'apporter cette assistance technique et affective dans les difficultés. Le coach est là dans un soutien, là aussi on peut dire inconditionnel envers la personne. La personne essaye des choses, réussit des choses et parfois ne les réussit pas. Elle va avoir des difficultés émotionnelles, elle va avoir des obstacles sur sa route que ni elle ni le coach n'avaient imaginé mais qui se présentent parce que c'est dans son processus d'apprentissage sans aucun doute que ça apparaît dans sa vie. Et du coup, le coach va être en assistance technique et affective. Technique, ça veut dire peut-être apporter une technique différente, apporter quelque chose en termes de gestion des émotions, en termes de tiens, il y a une croyance là qui te limite, on va la faire juste exploser. Et puis assistance émotionnelle, c'est plus l'aspect qu'un coach n'est pas tout le temps dans faut avancer, faut faire des choses, faut que tu me trouves des solutions. Ça peut être juste un moment, peut-être une séance ou une partie de séance, où la personne a juste besoin d'être écoutée, d'être validée émotionnellement, inconditionnellement. Et c'est juste un espace de profonde bienveillance, d'aspect totalement constructif et positif qu'apporte cet échange d'être à être, et les deux être avec une majuscule, j'y tiens beaucoup. C'est un des rares espaces dans la vie, je trouve, pour l'avoir vécu moi-même des coachings et pour avoir la chance de côtoyer les coachs qui me font rêver et qui me font encore et toujours avancer, quoi qu'il arrive. C'est une bienveillance et une chaleur humaine qui permet d'être émotionnellement soi. On a le droit d'être en bas, on a le droit de remonter accompagné de quelqu'un. Et quand on est en bas, on a le droit d'être sur l'épaule de quelqu'un qui va juste être là. Un autre point sur le process motivation, c'est le fait d'être dans un apprentissage constant. Quand on fait un parcours de coaching, ça peut être, selon l'objectif, 6 séances, 12 séances, 18 séances. Bon, là, on commence à être vraiment sur des projets de très grande envergure quand on est sur du 18 séances, ou alors dans un process où la personne veut un coach dans sa vie et du coup est en séance régulière pour des objectifs qui sont temporellement limités mais qui amènent tous à quelque chose de beaucoup plus gros, une vision, la version de soi-même à laquelle
on prétend, qu'on porte en nous et qu'on veut réaliser. Et du coup, ça peut occasionner qu'on soit sur un plus long temps en termes de coaching. Toujours est-il que l'apprentissage, c'est quelque chose dont l'être humain a besoin de toute façon pour être en vie, pour se développer, pour avancer, pour être aussi en joie, parce que c'est quelque chose qui nous nourrit. En fait, un apprentissage constant, c'est se nourrir et sortir de sa boîte crânienne. C'est-à-dire qu'il a été prouvé en neurosciences que 98% des pensées que l'on a sont les mêmes que celles de la veille. Donc on ne peut pas, soi-même tout seul, sortir de sa tête, sortir de son comportement, sortir de ses réflexions récurrentes. Et c'est tout l'avantage de travailler avec un coach, de se dire que les apprentissages qui vont être faits avec les actions qui vont être réalisées pour atteindre l'objectif vont faire l'objet d'un débriefing et donc de quelque chose qui va s'ancrer profondément en nous pour pouvoir le retranscrire, le refaire dans d'autres objectifs ou, si ça a été quelque chose de négatif, savoir comment ne plus le refaire. C'est aussi quelque chose que les leaders font tout le temps. Moi, j'ai l'image d'un Nelson Mandela. Alors, il était enfermé dans une prison pendant des dizaines d'années. Et en fait, il était en apprentissage constant, en lecture permanente. Quand vous pensez à d'autres leaders du monde, alors qu'on les aime ou qu'on les aime pas, un Bill Gates apprend toujours. Gandhi était quelqu'un qui lisait énormément aussi. Mère Teresa lisait beaucoup. Donc là, vous avez différents niveaux de leaders dans différents domaines de vie, mais c'est des personnes qui, c'est pas qu'ils s'arrêtaient jamais, mais en fait, il ne se passait pas une journée sans qu'ils apprennent des choses. Et c'est aussi ça qui fait qu'on peut être un leader pour soi-même, pour sa vie et pour d'autres. Un autre point sur le process motivation, c'est d'être dans un environnement positif. En coaching, on dit que le lieu où on fait un coaching est important, et ça c'est clair. Et le coach doit être en vigilance que là où est son client, parce que des fois c'est à distance, présente bien des caractères positifs. Moi, je fais de plus en plus souvent, voire presque exclusivement par période, des coachings par Skype, par WhatsApp, etc. En fait, toutes les nouvelles technologies. Et, euh, et il est certain que moi, je sais dans quel environnement je suis. Donc, par exemple, cette pièce, c'est un des exemples. Mais je dois être en vigilance que l'environnement où est la personne que je coach est bon pour lui ou elle. Et c'est notamment le fait de ne pas avoir en visuel un téléphone, une tablette, un ordinateur. Là aussi, les neurosciences ont prouvé que si vous avez un téléphone portable en visuel sur votre bureau, que ce soit pour un coaching, pour travailler, pour faire du travail scolaire si c'est un enfant, un téléphone en visuel vous enlève 30% de votre capacité d'attention et vous enlève 35% de votre capacité de concentration. C'est énorme. Donc en coaching, il faut s'assurer qu'il n'y a pas ce genre d'outils à proximité, sinon vous serez un tiers absent de ce qui se passe dans le coaching. Pareil, un leader est très connecté, c'est un fait. Par contre, ils savent se garder des temps où ils n'ont pas le téléphone. Il est en mode avion, éventuellement, mais pour lire ou pour écouter de la musique, mais il n'est pas en mode sonnerie, vibreur qui alerte d'une notification, d'un message, d'un appel. Essayez de vous préserver de ces outils, ne serait-ce que quelques heures par semaine, vous verrez tout le bienfait en termes de concentration, mais aussi en termes de créativité que vous allez dégager. L'avant-dernier point du process motivation, c'est écouter les sources de motivation et de démotivation que l'on a et du coup que le client en coaching a dans ses propos. En fait, on part du principe, et c'est tellement le cas que c'est juste des fois affolant, c'est que les personnes ont toutes les solutions en elles et que elles ne sont plus en capacité de s'écouter. Encore une fois, on est dans sa propre boîte crânienne, on est en bonne automatique à 98% de nos pensées et qu'on ne s'entend plus dire, on ne s'entend plus penser les choses. Et le coach met le doigt sur « tiens, tu viens de dire ça ». Et le fait parfois juste de répéter mot pour mot ce que la personne a dit fait un effet « ah ouais ».
Et ça, c'est juste, pour moi, ça reste quelque chose de totalement magique. Les personnes sortent les solutions sans s'en apercevoir. Donc ça, c'est quelque chose dans son quotidien qui est peut-être plus difficile à mettre en œuvre, encore une fois, comme on est dans sa boîte crânienne, mais il y a des techniques qui existent pour soi-même sortir de ces schémas récurrents, si on n'a pas un coach ou un psychothérapeute, psychanalyste, etc. Le dernier point, pour travailler sa motivation, pour travailler la capacité à être un leader, c'est de savoir organiser la motivation. Là, c'est un aspect un peu moins glamour, mais pour certaines personnes, ça peut être très kiffant quand même. C'est organiser sur un agenda la progression, les actions qu'il faut poser d'une semaine sur l'autre, d'un mois sur l'autre, à 6 mois si l'objectif ou le projet à réaliser est à 6 mois. Et donc planifier, organiser. Et le coach est là pour planifier aussi le fait que dans une séance, il y a telle chose qui a été dite, il y a telle émotion qui a été ressentie, il y a tel propos qui ont fait penser à devoir travailler ça. Et donc le coach travaille d'une séance sur l'autre ce qu'il pense être utile à faire travailler au coaché par rapport à ce que lui vise. Finalement, cette vidéo, elle fait plus de 20 minutes et j'espère que ça n'est pas trop long. J'espère surtout que ça a été un apprentissage. Rappelez-vous, l'apprentissage constant est une des caractéristiques des leaders et des gens qui ont confiance en eux. Si vous appliquez ces 12 points, alors pas tous les jours, mais le plus régulièrement possible, vous allez passer clairement à une autre dimension dans votre capacité à gérer et surtout à créer la vie que vous voulez et donc à devenir la meilleure version de vous-même. Je vous souhaite une bonne application de ces 12 points, une bonne déjà réflexion et cogitation et digestion surtout de tout ce qui a été dit. N'hésitez pas à me poser les questions en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je suis en cours de préparation de mon site internet avec des formations et d'autres bonus que je suis en train de créer. En tout cas, ils sont dans ma tête et j'espère vraiment que je pourrai rallier de nombreux timides à montrer les leaders qui sont en eux. C'est une certitude. Les timides sont l'avenir de demain. Ils ont déjà de nombreuses phases dans leur fonctionnement. Ils ont de nombreuses caractéristiques dans les 12 points que je viens de dire pour être des leaders. Ils manquent juste à se dire qu'ils veuillent sortir cette version d'eux-mêmes et la montrer au grand jour. En tout cas, c'est mon ambition pour les années à venir. Et ouais, j'aimerais bien être la coach des timides leaders. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour la 20e vidéo. À demain.